Bonsoir à tous, marhaba bikoum, bienvenue dans votre émission Feuille de match spécial CAN. Aujourd'hui, nous avons un plateau assez spécial, au-delà de nos deux habituels, Jamal Rachdi et Walid Passas, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aujourd'hui Boualem Laroum, instructeur à la CAF, ancien entraîneur du CRB, du Mouloudia, et même une fois entraîneur de l'équipe nationale. Voilà, comment dirais-je, c'était périodique, quoi. C'était un intérim, quoi. Et je dirais un grand technicien du football algérien. Non, ancien joueur, c'est tout, ça va, ça me suffit quand même. Bienvenue, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Il est très modeste. Dans sa nature, il est très modeste. Ouais. Alors, comme à notre habitude, on commence par l'image du jour. Walid, ton image du jour, ou plutôt de ces 2-3 derniers jours. Mon image du moment, ça sera le match Ghana-Comores d'hier soir, enfin d'hier après-midi, dans lequel on a vu les Comores qui sont le petit poussé de la compétition pour leur première participation au CAN et qui peuvent maintenant nourrir l'espoir d'accéder au prochain tour avec leur victoire. Et en même temps, parler du Ghana qui est probablement parmi les pires équipes de cette compétition avec notre ancien sélectionneur, Rayevac. Et une équipe qu'on a affrontée quand même en préparation de pré-CAN et qu'on a battu 3-0 et peut-être que justement ça nous a faussé l'idée que l'on faisait sur le niveau de l'équipe nationale. Jamal. Moi, par contre, c'est le match Malawi-Sénégal où j'ai été vraiment surpris par la qualité des joueurs du Malawi. Vraiment, ils en voulaient. C'est une équipe qui aurait pu gagner hier sans problème contre le Sénégal, pourtant avec toute son armada et tout. Un Sénégal qui n'a pour le moment rien montré de très spécial, elle qui est venue dans la peau d'un grand favori et qui, je trouve, avec un seul but marqué sur pénalty dans le temps additionnel seulement. Une victoire, petite victoire par un pénalty au temps additionnel. Voilà. Voilà, après, tu n'es pas obligé de faire une image de ces 2 derniers jours, mais vu que tu n'étais pas avec nous, ton image depuis la CAN, depuis le début de cette CAN. Je reste dans la règle, c'est pour ce qui s'est passé demain et aujourd'hui, c'est ça. Donc le plus important, c'était comme notre ami, beaucoup plus le match des îles Comores-Ghana. Premièrement, l'élimination du Ghana, donc c'est un événement. Et pour les deux matchs qui ont été, il y avait quand même beaucoup de buts. Il y avait, ouais. Donc même les 2 buts du match 2-2, Maroc, comment dirais-je. Ce qu'il y avait de bien, c'est que dans les 2 matchs, il y avait beaucoup plus de technique et du jeu que de la tactique et des calculs. Si vous voulez, c'était beaucoup plus, en quelque sorte, c'est comme des matchs de demi-finale. Tout le monde voulait gagner et tout le monde jouait juste pour marquer. Donc on n'avait pas ces moments de lassant, de voir des gens, pas beaucoup de calculs et tout. C'était chaque équipe qui avait le ballon, elle essayait, la première chose à essayer de faire, c'était d'arriver au but et de marquer. Voilà. D'arriver au but et de marquer. Et demain, il faudra qu'on marque. Mais la deuxième chose pour aujourd'hui, j'ai remarqué un peu plus ou moins le comportement de Belmadi ou le tempérament qui était un peu plus calme avec certaines choses au niveau de la conférence de presse. Oui, on le sentait serein. Avant d'arriver pour parler de demain, qu'il faudra qu'on marque pas qu'un seul but, toi qui es là, Boualem Laroum, comment tu trouves cette équipe nationale depuis ce début de cette CAN? On voit que c'est la désillusion totale. Qu'est-ce qui se passe réellement? Comment va notre équipe? Bon, premièrement, si vous voulez, c'est que peut-être, à mon avis, il y avait des choses qui ont commencé à germer, certains problèmes. Je parle beaucoup plus sur le plan technique. Bien entendu. Pas autre chose. Donc c'était souvent, peut-être que avec les 35 matchs sans défaite, on a toujours, si vous voulez, pris ces victoires comme argent comptant. Mais il y avait beaucoup de choses, de mauvaises choses, des erreurs ou des imperfections que peut-être, à mon avis, les gens ne se sont pas rendus compte. Et ça, ce n'est pas l'entraîneur généralement, c'est tout le staff qui devait, si vous voulez, donner son avis ou bien essayer de voir ce qui n'a pas marché ou ce qui a marché, surtout sur le plan tactique, parce que nous avons, si vous voulez,
passé de matchs très difficiles. Nous avons gagné, c'est sûr. Nous avons, si vous voulez, joué par intermittence dans de bonnes conditions et un bon niveau, mais il y avait des moments où on avait quand même, si vous voulez, des difficultés à nous exprimer avec certaines équipes qui nous ont quand même, que ce soit au niveau de Tchaker ou bien ailleurs, qui nous ont vraiment dérangés sur le plan tactique. Et ces choses-là devaient se régler. Et c'est ça, si vous voulez, sur le comportement, c'est comme ces deux derniers matchs. J'ai remarqué que nous avons si vous voulez, les mêmes erreurs qui étaient présentes au premier match et au deuxième match sur le plan, comment dirais-je, sur le plan tactique, sur le plan défensif en termes d'organisation et sur le plan offensif. Pourquoi? Parce que il y avait les vidéos qui montraient vraiment... Je vous invite à regarder les vidéos. Entre-temps, je t'invite à les commenter. On voit par exemple, voilà... Vous voyez comme ici, par exemple, nous avons notre défense qui est trop. Regardez la balle qui est au niveau des 16 mètres, vous voyez. Donc notre défense qui est trop écartée et ça n'existe plus au football. Vous voyez notre défense par rapport à l'arrière-gauche. L'arrière-gauche qui est là-bas, en principe, il aurait été à la même ligne. Et Slimani qui serait parti pour essayer de récupérer cette balle. On n'a pas besoin de cette touche. Cette balle, il faut la récupérer. Regardez l'écart qu'il y a entre notre défense et Slimani. Il y a à peu près, si vous voulez, il y a presque 35 mètres. Donc vous voyez, cet alignement, celui qui est à gauche, l'arrière-gauche, et ces trois-là devaient être à la même ligne. Regardez, quand il va, en principe, ils auraient dû être à la même ligne comme lui. Et c'est ce qui aurait fait la force. Regardez, la balle elle est chez l'arrière central et nous sommes déjà dans notre camp. Ça n'existe plus au football. Si vous voulez maintenant, entre les deux arrières centraux, bien les deux lignes, notre ligne et leur ligne, ça se joue entre 20 et 25 mètres actuellement au football. Voilà. Aussi dans le côté offensif, on avait vu aussi. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Si on peut voir on va voir la deuxième. Voilà, ça c'est le côté. Regardez offensif. maintenant, quand on est avec la balle, on est bien écarté. Mais maintenant, ce n'est plus. Regardez, on écarte, on vient jusque là pour repartir de l'autre côté, ok? Mais quand on part de l'autre côté, il faut essayer de préparer stratégiquement. Il y aurait eu soit quelque chose à faire de l'autre côté. Par exemple, là, on essaie, les trois milieux du terrain auraient été là-bas de l'autre côté pour créer cette supériorité numérique et nous aurons été, si vous voulez, 5 contre 3. Et quand on revient de ce côté, si on n'a pas préparé à gauche, à ce moment-là, à partir de là, vous voyez, cette balle, elle aurait été, au lieu de chercher loin, on aurait gagné et les trois venaient ici, on sera 5 contre 2 et préparés. Ça, c'est un vieux football, même si ça ressemble quand même à une action de finition, mais en football, ça n'existe plus maintenant. Pourquoi? Parce que regardez, par exemple, voilà, on va de l'autre côté, c'est pour rien. Regardez nos milieux de terrain qui sont ce qu'on appelle l'entonnoir. Vous voyez les trois plus là, maintenant, ils sont, si vous voulez, dans ce qui est dans l'entonnoir, ce qui est, si vous voulez, dans si vous voulez, l'objectif, ou bien dans le champ de vision des défenseurs. Vous voyez notre milieu, il est dominé. Pourquoi? Regardez, maintenant, s'il vient de ce côté, regardez, ça va faire le bonheur pour les Sierra Leone. Les Sierra Leone. Regardez, même leur entraîneur, vous allez voir qu'il va leur demander de venir ici. Regardez, enfin, c'est suffisant. Maintenant, c'est loin, maintenant, c'est le 1 contre 1. Et ça, c'est une balle à disputer. Heureusement qu'elle est tombée dans les pieds de Mahrez. Mais sinon, en football, maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, c'est le 1 contre 1 de 3. Et là, il y a une petite différence. C'est que dans cette même balle, si Mahrez serait, comme il était parti devant, en principe, Attal serait dans la position habituelle à Mahrez pour partir. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes qualités sur le plan technique individuel. Et peut-être que c'est ce qui a dérangé le côté droit parce que, si vous voulez, Mahrez pouvait partir balle au pied. Et Attal aussi. Mais comme Mahrez maintenant, avec le jeu, et si vous voulez les analyser les gens savent très bien qu'il est bon balle au pied. Maintenant, c'est à Attal d'aller balle au pied. Pourquoi? Parce que Mahrez, à partir des 30 mètres, il est surveillé avec une grande surveillance. Voilà. Donc ce serait que chacun ait son propre couloir, ça veut dire en quelque sorte.
En pour que les quelque gens sorte. comprennent plus Oui, c'est ça. facilement. Si vous voulez, Mahrez quitte, si vous voulez, il libère l'espace, comme on dit, et Battal peut partir balle au pied. C'est pour ça, et à ce moment-là, Battal serait parti à partir des 30 mètres, pas à partir de notre camp, parce qu'à partir de notre camp, malgré qu'à un certain moment, il avait cette capacité, mais maintenant, à partir des 30 mètres, si cette balle, au niveau des 30 mètres, il l'aurait eu, il pouvait quand même faire une accélération comme d'habitude. Lorsque vous avez un Mahrez qui joue de la sorte, les 2 premiers matchs, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui maintenant dans la méforme actuelle, celle qu'il montre actuellement en équipe nationale? Parce qu'un leader, un joueur d'exception comme lui, et un leader dans l'équipe, il nous a donné l'impression de faire de la figuration. Dans tous les 2 matchs, il a fait 2 actions, je crois, deux actions dignes de ce nom, où il aurait pu, dans la dernière contre la Guinée équatoriale, où il était en position de jeu, il avait servi Bounjah. Est-ce que dans le schéma que vous avez déployé, Mahrez, dans ces jours, aurait pu être d'une plus grande utilité? Très bien, c'est une bonne remarque, mais maintenant, nous avons toujours eu l'habitude de voir ce qui n'a pas marché chez nous. Maintenant, on va essayer de voir ces 2 équipes, comment qu'elles ont joué. Si vous voulez, le système habituel pour nous, c'est le 4-5-1, réparti en 4-2-3-1. Mais si vous voulez, parfois on va en 4-3-3. Mais l'adversaire, comme la Guinée, elle a joué en 4-5-1. Si vous voulez, justement pour nous contrer. Ce que vous venez de dire, c'est vrai. Parce que, et comment qu'ils ont pu faire ça? En 4-5-1, ils reviennent en 4-3-3 pour avoir 2 rideaux de défense. Ça veut dire avant d'arriver à Mahrez, il faut dépasser le premier rideau. Ça veut dire que même eux, par rapport à notre force, il a si bien dit, les capacités de Mahrez pour aller sur le plan individuel, maintenant ils chôment. Ils chôment pourquoi? Parce que l'équipe adverse joue par rapport à la force. C'est qu'ils lui ont enlevé si vous voulez, cette partie d'alimentation de Mahrez en ballon et pour mettre 2 rideaux. Ce que, à mon sens, si vous voulez, la chose la plus remarquée, à mon sens, c'est que l'absence de notre milieu, Zerroukri, Ben Nasser et Firouli, nous a joué un mauvais tour parce que les 3, ces derniers temps, c'est devenu presque une force ou bien une bonne animation, que ce soit du côté de Mahrez ou bien du côté de si vous voulez. Notre malheur, c'est que les 3, le trio n'était pas présent pour les 2 matchs. Voilà. Aussi, on est devenu prévisible, on va dire. C'est devenu, comme tu expliquais maintenant, on est devenu une équipe, on va dire, prévisible. On sait qu'il y a Mahrez, on sait qu'il y a les balles longues, etc., etc. Ce qui a fait que face à une Guinée équatoriale, on a été mené en échec. On joue avec le même système de jeu depuis 2019. Oui, malgré ça, on n'a pas pu. On n'a pas trop changé notre système de jeu et nous avons des individualités qui font la différence. Or, il se trouve que c'est des individualités, Mahrez et Belaïli à gauche, ne sont pas au meilleur de leur forme. Et forcément, lorsque vous êtes en difficulté, normalement, c'est les vedettes, comme on dit entre guillemets, qui peuvent vous donner avec le plus. Individuel. À titre individuel, même en termes de jeu et en termes de motivation aussi de tout le groupe. En plus de ça, nous avons un milieu du terrain qui a été complètement transformé les 2 matchs. Complètement transformé. Au départ, il n'y avait pas Ben Nasser, il n'y a pas Zerroukri, qui font que c'est la pièce maîtresse de l'équipe, il faut le dire, et qu'on va retrouver, Inch'Allah, demain. Normalement, on la retrouve demain pour le match décisif contre la Côte d'Ivoire. Donc, lorsque vous avez autant d'imperfections, et vous avez une pelouse qui n'est pas praticable, et vous avez les conditions climatiques qui sont pour les 2 équipes, c'est un peu dur de trouver ces marques et de réaliser ce qu'on a l'habitude, chez nous, de réaliser et de voir. Walid? J'ai écouté avec attention les propos de mes 2 aînés et j'ai fait une petite liste de points sur lesquels je voulais revenir. Le premier, c'est Mahrez. Mahrez, en tout cas à titre personnel, je trouve qu'en équipe nationale, il n'est pas souvent bon dans le jeu. Il n'est pas souvent bon dans le jeu. Mahrez fait pas mal d'erreurs techniques qui sont couvertes après par une action de grande classe, un but, un coup franc qui permet en tout cas pour celui qui ne s'intéresse pas au contenu des matchs, d'oublier qu'il a finalement pas été
très intéressant dans le jeu, contrairement par exemple à un Belaïli qui est très souvent très bon dans le jeu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la statistique, mais depuis le début de la compétition, le joueur qui a créé le plus d'occasions de but, c'est Belaïli, sachant qu'on n'a pas marqué. C'est quand même très intéressant, je trouve, comme statistique. Il a été classé premier dans les devant Sadio Mané, avec 10 actions de but. C'est cela. La deuxième question, c'était Ahmed Boualem qui parlait de 2 rideaux défensifs. Je suis tout à fait d'accord. Et selon moi, justement, le problème, ça a été Foroli. Le placement de Foroli, qui, sur le premier match en tout cas, a abandonné, si je puis dire, Belqabla à son milieu de terrain et qui, du coup, a fait que, comme vous l'avez dit, les lignes étaient distendues. Il y avait 40 mètres entre la partie, entre guillemets, défensive du bloc et la partie offensive. On en a déjà parlé. Et le troisième point sur lequel je voudrais revenir, puisqu'on a parlé de changement de milieu de terrain qui était absent, etc., ce qui est vrai pour partie, mais il y a eu un propos de Belmadi aujourd'hui en conférence de presse qui me paraît déconnecté de la réalité. Il a expliqué que selon lui, la moitié de l'équipe avait changé depuis 2019. Alors si par moitié de l'équipe, il veut dire qu'en 2019, le numéro 3 c'était Azdin Doha et maintenant c'est Moustapha Zerba, peut-être. Mais dans le 11 type, on l'a dit, c'est la même équipe. À l'exception de Guediola. Guediola, qui a 36 ans, le genou qui est fini, bref. Mais sinon, c'est la même équipe, les mêmes repères, la même façon de jouer aussi. Donc, peut-être qu'il parle du groupe en lui-même où il y a de nouveaux joueurs qui ont été injectés. Effectivement. Et qui jouent par intermittence. Peut-être lorsque tu as un Zonga, lorsque tu as un Mora, lorsque tu as, qui ont fait déjà, c'est-à-dire qui ont fait quelques matchs avec l'équipe. Peut-être qu'il parle de ça. Et à ce niveau-là, on peut parler de 35% de changement. Effectivement, j'avais calculé avant le début de la compétition. Bon, il y a 28 joueurs, donc ça fausse un peu les chiffres. Ouais. Mais par rapport à la première CAN de 2019, il y a 18 joueurs qui étaient présents et qui y sont encore. C'est globalement le même noyau. Ouais. Donc pour moi, cet argument-là n'est pas valable. Non, j'ai compris ce que vous voulez dire, Jamal. C'est que dans les matchs, vous savez que les grandes équipes, même les grandes nations, quand ils ont l'équipe type, quel que soit X, c'est l'équipe type qui joue. Et les autres. Mais nous, dans beaucoup de matchs, nous avons, si vous voulez, intégré des nouveaux sur le plan collectif. Ça joue, si vous voulez, en termes de la cohésion, même sur le plan mental. Si vous voulez, quand on commence, par exemple, nous avons joué contre le Djibouti, donc tout ça, tout ce qui est fictif, si vous voulez. À ce moment-là, il y avait même les joueurs qui jouaient. Mais maintenant, nous avons quand même, avec Zellouri, nous commençons à avoir une certaine, si vous voulez, cohésion et habitude. Comme mes remarques que j'ai faites là, c'était beaucoup plus, quand il y avait Zellouri, c'est le bonhomme qui était capable de, si par exemple, si on est à gauche, on reste à gauche, prendre le courage de rester à gauche et créer cette supériorité numérique. À ce moment-là, ce que vous avez dit sur Forrouli n'est pas obligé de rester à droite, il serait venu à gauche pour cette supériorité numérique et auront cette cohésion, si vous voulez, cette conservation et cette animation de la balle. À ce moment-là, Mahrez et Attal seraient sur le côté droit à attendre cette balle au cas où, parce que maintenant, nous avons cette force d'aller balle au pied de Belaïli. Donc il faut rester là-bas. Ce n'est pas en allant chez Belaïli, ok, on le pique, après on va repartir. Non, il faut puisque c'est une force. Il faut insister. Très bien, il faut insister. Et comment? C'est que c'est les trois milieux de terrain, les trois milieux de terrain et l'avant-centre seraient dans le même côté, et après on laisse pour Belaïli le côté individuel, si vous voulez, réalisation ou s'exprimer individuellement. Voilà, est-ce que vous ne pensez pas, lorsque le ballon revient à Belaïli sur le côté gauche, lorsqu'il est repris par Belhamdi, Mandi, Mandi est trop lent actuellement. Il ne transmet pas rapidement la balle sur Attal ou sur le transversal sur Mahrez. Il est très lent et il revient encore à gauche. Mais pourquoi sur plusieurs actions, on a vu Mandi faire la même chose. Il manque de, je ne sais pas ce qui manque, toujours est-il qu'il y a quelque chose qui crache à ce niveau. Oui, parce que les équipes adverses, elles sont très organisées, Jamal. Elles sont, si vous voulez, leur organisation, dommage si on avait vu tout à l'heure l'entraîneur, il se positionne, il se replace par rapport à la balle. Cette balle, ça veut dire, si Mendy là, ils sont prêts pour cette balle et lui, quand il a cette balle, quand il voit toute cette défense, elle est spécialement
préparé pour quelle que soit son activité. Ce n'est pas une question de, si vous voulez, de rapidité, mais c'est eux qui nous ont très bien, si vous voulez, très bien étudié et préparé pour notre force qui était, vous avez dit, comme vous avez dit, hein, par exemple, si on prend Mahrez, par exemple, dans son club, contre le club, l'équipe de City prépare à gauche, il reste là-bas, on lui donne la balle pour aller individuellement, dans le 1 contre 1, qui est sa force. On ne vient pas le solliciter pour repartir. Il a l'habitude aussi de rentrer vers le centre du terrain. Très bien. Chose qu'il n'a pas fait en équipe nationale. Pourquoi? Parce que l'équipe adverse, comme je vous ai dit, ils étaient pris pour ça, pour cette balle, pour qu'ils puissent rentrer, ils ne l'ont pas fait. Mais on aurait pu, si vous voulez, ne le solliciter. Il va son ballon, mais c'était, si vous voulez, à Tal d'aller. Voilà, à mon sens. C'était prévisible. On va dire que c'était très prévisible. Walid, rapidement. Une question pour monsieur Baalam. J'ai l'habitude de poser les questions aux gens, alors maintenant vous me posez des questions. C'est une question justement tactique pure, parce que ce qui a été dit pour Mendy, je le partage tout à fait, mais je pose la question de savoir si ce n'était pas une volonté de conserver le ballon à tout prix face à ce qu'on appelle des équipes de transition. Parce que Jebel Arbi, la Guinée était une équipe de transition qui passe très vite d'une défense en ligne serrée à une attaque à 4 ou 5 joueurs d'un seul coup. Est-ce que c'était une volonté de Belmadi du coup de conserver le ballon à tout prix et d'éviter les risques? C'est une question que je pose. Non, c'était parce que c'était dans l'impossibilité d'aller vers l'avant, ils étaient obligés de rester derrière. Mais ça fait le bonheur de l'équipe adverse. Si vous jouez dans votre camp, vous pouvez la garder jusqu'à demain, ils vont vous laisser. Ouais. Vous comprenez? Mais c'est dans la percussion. Pour accrocher l'équipe nationale. Parce que, en principe, nous, les féraux, les milieux de terrain, à partir du premier rideau, ils auraient fait des appels de balles derrière le dos, mais d'une façon intelligente. Ce n'est pas en courant, si vous voulez, à 30 à l'heure. Si vous voulez, c'est un truc, si vous voulez, un peu plus persuasif, mais, méconnu par l'adversaire. C'est beaucoup dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par le ballon. Mais si on est toujours dans le champ de vision des deux rideaux, ça veut dire que ça sert à rien et c'est à tout à leur bonheur. Quoi. Tout à leur bonheur, et ils ont fini par réussir. Hein. Ils ont fini par avoir leur coup. Maintenant, demain, on est obligé de gagner. Et pas qu'à un seul but. Le schéma idéal serait de gagner à 2-0. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pose la question globalement comme ça, avant de rentrer dans d'autres questions, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Jouer, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit surtout attaquer et marquer. C'est la seule solution. On l'a fait, ça on l'a fait durant les deux. Si tu veux sortir vainqueur, c'est qu'il faudra y aller au charbon d'abord, et il faudra marquer au moins un but. Il faut sortir victorieux de ce match qui est capital. On n'a pas le choix, il n'y a aucun calcul. Il faut battre cette équipe de Côte d'Ivoire avec nos propres moyens. Nous avons la capacité de le faire quand on est dans un jour, quand on retrouve notre verve et nous avons le bon timing pour ça. Je pense que la Côte d'Ivoire risque, j'ai bien dit risque parce que tout dépendra du résultat du match d'aujourd'hui, d'être déjà qualifié avant de nous affronter demain. Parce qu'avec 4 points, il manque que le résultat du match Nigeria-Guinée-Bissau qui se déroule ce soir. Et le match Soudan qui se déroule également ce soir. Parce qu'une victoire par 1-0 peut nous permettre même de nous classer en deuxième position ou même en première position si Sierra Leone et la Guinée équatoriale font match nul. Donc, mais avant d'arriver au schéma, comment... je ne parle pas de schéma, je parle de la victoire. Pardon, avant d'arriver, on va dire, est-ce qu'on gagne à 1-0, est-ce que le Ghana, quels seraient les résultats idéaux pour qu'on passe? Mais qu'est-ce que techniquement, on va dire, on doit faire? On est prévisible. Et je pense, on parlait du Cameroun tout à l'heure, que c'était un solide adversaire, mais je pense que la Côte d'Ivoire aussi. Sur les 22 rencontres qu'on a eues durant toute l'histoire
il y a eu 7 défaites, 7 victoires et 8 matchs nuls. Et ça fait, pardon, que ça fait, je pense, 20 ans qu'on n'a pas gagné la Côte d'Ivoire en 90 minutes, à une différence la dernière fois, c'était 4-1 en 96. Les derniers matchs en 2010, il fallait qu'on aille aux prolongations. En 2019, on est allé au pénalty. C'est-à-dire que le plus important, c'est d'avoir battu la Côte d'Ivoire sur 2 matchs dans les dernières compétitions qui nous ont réunis. On les a éliminés à Luanda, 4-3. Mais 3-2, pardon. Mais non, on les a éliminés, on les a battus. Et en Égypte, on les a battus aussi. Quel que soit le match, mais on est sorti vainqueur de cette confrontation. Les pénaltys, ou sans pénalty, ou sur le score, on les a battus. Les 2 derniers matchs où nous avons rencontré la Côte d'Ivoire, on les a battus. Mais ça reste un adversaire fort. Naturellement. Après, il faut préciser, comme l'a dit Jamal, que effectivement, les tirs au but sont considérés comme des matchs nuls, mais ça reste une victoire. C'est une victoire, bien sûr. En ce qui concerne les intentions que l'on doit déployer demain, je dirais déjà qu'il est intéressant d'affronter une grosse équipe parce que peut-être qu'étrangement, ça nous fera un peu de bien de devoir un peu moins faire le jeu de A à Z face à une équipe. Alors ça dépendra du scénario des matchs du jour, effectivement, mais qui aura envie aussi de démontrer qu'elle a les capacités de se jauger face à un adversaire, c'est-à-dire nous, qui, même s'il n'est pas dans la meilleure forme de son histoire, reste quand même un adversaire très solide et qui va faire un gros match parce que nous sommes une équipe de grands matchs. Bena ou la Karahna dans tous les cas. Belmadi, depuis son arrivée, a toujours eu quelques difficultés face aux petites équipes, même si on a fini par assurer le Niger, Djibouti, etc. Mais c'est avant tout dans les gros matchs qu'on a assuré. On a battu le Nigeria, Sénégal 2 fois, bref. Et donc, je pense que ce sera intéressant justement pour nous de voir avec quelle intention et avec quelle réaction on adoptera face à un adversaire qui justement va nous obliger à jouer différemment par rapport aux 2 premiers matchs. Il ne faudra pas s'attendre à ce qu'on fasse encore 25 tirs et qu'on se fasse crucifier sur un seul contre. Ouais. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense que l'Algérien, ce qu'il a de bien, c'est qu'avec les grandes équipes, il est là. Même les entraîneurs, nous-mêmes, même en tant que joueurs, nous avons toujours une bonne motivation quand l'adversaire est fort. Et nous avons si vous voulez, cette motivation qui ne peut pas aller à l'extrême ou au maximum quand une équipe n'a pas de nom ou bien, si vous voulez, théoriquement ou bien historiquement, elle est faible. Mais je pense que pour ce match, non seulement notre bonheur, c'est que ce match, il faut le gagner. Pour ça, si vous voulez, l'entraîneur, il est à l'aise parce que ça passe ou ça casse. Donc c'est beaucoup plus, ils vont penser à ce que ça passe. Donc si vous voulez, ils n'ont pas besoin de penser à ce qu'il n'y a pas deux objectifs. Il y a un seul objectif, comme l'a dit Jamal, c'est qu'ils vont gagner. Et ça, c'est plus facile quand on a un seul objectif. Donc c'est très, 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 très intéressant. Et ça, surtout que si nous arrivons, bien l'entraîneur arrive à récupérer son milieu de terrain type, à ce moment-là, ça devient vraiment, si vous voulez, non seulement une motivation, une certaine assurance pour assurer, si vous voulez, cette victoire et pouvoir espérer à ce résultat, comme l'a dit Jamal, notre ami, pour, si vous voulez, l'habitude de gagner la Côte d'Ivoire, ça peut devenir, si vous voulez, un indice de motivation avec une sursaut d'audace. Parce que tout le monde pense que l'équipe, elle est, comment dirais-je, elle est finie. Pour certains, elle est finie, mais je pense que c'est algérien. Je pense qu'ils vont quand même avoir ce sursaut d'orgueil. Mais tactiquement, qu'est-ce qu'il faudra faire? On a vu dans ton analyse de tout à l'heure, tu disais que voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui est prévisible. On a vu le duo Attal-Mahrez, on voit les relances, on voit défensivement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Juste. Maintenant, avec Zerrouki et Ben Nasser, on peut avoir ça, parce que maintenant, ce ne sont que des remarques. Mais jusqu'à présent, avec Ben Nasser et Zerrouki, qui ont cet état, si vous voulez, c'est parce qu'il y a certains joueurs, avec leur formation et leur niveau de réflexion sur le plan tactique, ils pensent presque comme l'entraîneur. Maintenant, si vous voulez, et surtout que ces joueurs-là jouent à un très, très haut niveau. Donc, ce que j'ai fait comme remarque, c'est des choses qui se passent au haut niveau. Si vous voulez, c'est des remarques. À un certain moment, c'était des lacunes. Pourquoi?
Parce que ce n'est pas tout le monde qui avait cette ligne. Mais maintenant, quand nous récupérons au moins les deux joueurs qui ont l'habitude de jouer ça, que ce soit, si vous voulez, Milan, Zarrouqi ou bien Ben Nasser, donc c'est que même Firouli va quand même peut-être revenir sur son niveau réel par rapport à ces deux-là. Automatiquement, on va quand même peut-être récupérer sur le Mahrez, sur le plan technique individuel. Ça veut dire que ça va réanimer si vous voulez, tout l'aspect tactique offensif, parce que s'il est boiteux, il y a quand même deux absences. À chaque fois, il y a deux absences. Ça, il faut le reconnaître. Selon mes informations, Farouli ne débutera pas la partie. Qui? Farouli ne jouera pas d'entrée. Il y aura un milieu du terrain, selon mes informations, un milieu du terrain composé de Ben Nasser et Zarrouqi et Zorgay. Voilà. C'est des informations. Il y a eu cette exquise qui a été déjà essayée hier, les derniers jours à l'entraînement, avec un rôle plus avancé pour Ben Nasser. Automatiquement, oui. Voilà. Donc, avec le schéma qui se... Donc l'idée serait de jouer avec deux sentinelles, c'est ça? Avec une sentinelle Vous m'excusez, j'interviens. C'est une erreur internationale. La sentinelle n'existe pas en football. Ok. C'est un terme utilisé comme ça, et maintenant il est, si vous voulez, parce que si on revient à Larousse, okay, on voit ce que fait ce joueur, ce n'est plus la même chose. Heureusement, j'ai fait cette remarque à un certain moment, et j'ai vu une vidéo d'un Français qui a donné, il a parlé comme pour décrire la sentinelle, mais il a dit, et moi je suis contre ce terme, et j'ai dit heureusement que nous sommes deux, un Français et moi, donc c'est un terme, comment dirais-je, sentinelle. Galvaudé, ce qui a été utilisé. Si vous voulez, donc c'est beaucoup plus, si vous voulez, c'est pas pour vous, parce qu'il y a des commentateurs, il y a de grands spécialistes, il y a d'entraîneurs qui parlent de ça, et si vous voulez, la terminologie chez nous, elle a une grande importance, parce que c'est une science, et quand on parle de la sentinelle, si on voit réellement, qu'est-ce que ça veut dire, sentinelle, dans une caserne ou bien dans un rempart, c'est autre chose, c'est quelqu'un qui est fixe. Et ce joueur-là... Il n'est pas fixe du tout, ouais. Donc c'est un terme qu'il faut... Donc c'est une occasion pour moi et pour tout le monde de corriger le tir. Maintenant, les gens qui vont dire la sentinelle, il faut qu'ils sachent que c'est un terme qui n'est pas adéquat, quoi. Et dans ce cas de ce que tu nous disais, Jamal, donc ça fait un 4-3-3 pas très offensif, comme on a vu. Ah si, avec un rôle plus avancé pour Ben Nasser, il sera un peu plus offensif. Non, mais ce qu'il a dit, mais maintenant, quel que soit X, c'est notre façon de jouer, si vous voulez. C'est notre façon de jouer. Il y aura une attaque Mahrez, Slimani, et à gauche, Brahma ou Belaïli, voilà. En défense, on reste la même, parce que jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'au dernier moment, Belhamé n'était pas out totalement. Ils l'ont essayé, peut-être aujourd'hui, ça sera le dernier essai pour lui, s'il est apte à jouer ou pas, parce qu'on a parlé d'un claquage. Je ne sais pas si vous avez vu les images de la télévision, lorsqu'on a vu Bedran s'entraîner individuellement avec le préparateur physique et tout. Donc on ne sait pas à ce niveau qui sera aligné aux côtés de Mandi. Sinon le reste c'est Attal et Besbaini naturellement et le gardien c'est Mbouli. Voilà. Il y a une deuxième variante où on parle aussi de deux attaquants. On va jouer en 4-4-2 avec Slimani et Amoura. Ce qui pourrait éventuellement gêner un petit peu l'adversaire. Quand on connaît Slimani, qui est un joueur statique, qui joue avec en déviation et tout, et Amoura qui pourrait éventuellement profiter des espaces qui lui sont offerts. Les gens, je vous pose la question à tous les trois, les gens se posent beaucoup la question, les amateurs de foot, et notamment les supporters algériens se posent la question par rapport à Amoura, par rapport à Brahma, par rapport à donner une certaine fraîcheur, par rapport à Togay, à donner une certaine fraîcheur à cette équipe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que spécialiste, journaliste, sportif? Je commence par toi, Walid, vas-y. Pour ma part, si c'est effectivement un 4-3-3 qui est aligné, je serais assez déçu, sincèrement, parce que je pense que cette... Bon, le schéma, c'est une chose, et Ahmed Boualem le confirmera mieux que moi. Le schéma, c'est une chose, l'animation, c'en est une autre. Mais malgré tout, les prédispositions, c'est-à-dire le placement de base d'un joueur a son importance.
Moi, je voyais deux schémas, justement, soit un 4-4-2, soit un 4-2-3-1. Mais dans le cadre d'un 4-4-2, c'est vrai que ça pourrait. Alors, j'y avais pas pensé, mais ça pourrait être intéressant de voir Amoura dans la mesure où il prendrait des espaces. Et on n'a quasiment aucun joueur qui prend des espaces à l'heure actuelle. Mahrez est un ailier qui. Ils appellent ça les ailiers fausse patte maintenant. C'est-à-dire les ailiers qui. Genre un gaucher à droite ou un droitier à gauche qui, la majorité du temps, repique dans l'axe ou alors centre. Sur le pied fort. Voilà. Sinon, c'est pas un joueur qui prend la profondeur, Mahrez. Pas vraiment. Belaïli, pareil. Il joue dans les pieds, il décroche, il vient chercher le ballon, il ne demande pas en profondeur. Amoura, oui. Ça pourrait donner des solutions différentes. Donc pourquoi pas. Je pose aussi la question, effectivement, du défenseur central, puisque Amoura, ça me surprendrait beaucoup qu'il soit de retour, parce que ça signifierait alors soit que sa blessure lors du dernier match était étrange, parce qu'il est sorti en se tenant la cuisse, ce qui normalement est le signe classique d'un claquage, ischio, etc. Soit qu'il y a des infiltrations, qu'il joue sous infiltration, et là c'est pas bon. Ça veut dire qu'il est quand même diminué. Et si jamais il n'est pas présent et que Bodran non plus ne l'est pas, je pose alors la question de savoir qui de Taharat ou de Tougaï doit jouer. À titre perso, Tougaï. Je préfère Tougaï. Tougaï. Taharat ne me rassure en rien. C'est un joueur qui est extrêmement lent d'ailleurs aussi face à Wilfried Zaha et Jma'a. Ça peut poser de gros problèmes. Donc c'est une question que je pose aussi. Et la dernière interrogation, c'est vis-à-vis de Benrahma. Benrahma, je crois, pourrait jouer dans un 4-2-3-1. Je le pense. Parce que dans un 4-2-3-1, on pourrait soit l'avoir en espèce de faux numéro 10, c'est-à-dire dans l'axe, son poste à West Ham, soit l'avoir à la rigueur à gauche et Belaïli dans l'axe pour éviter certains efforts à Belaïli. Ça a été fait pendant la CAN. Mais dans un 4-4-2 ou dans un 4-3-3, je ne vois pas où il peut jouer, sincèrement. Jamal? Ben oui, c'est ce qui a été développé est vrai. Parce que lorsqu'on voit que nous n'avons pas d'espace, nous avons l'habitude de jouer énormément sur le côté gauche, côté de Belaïli, et jusqu'à l'heure actuelle, Brahma n'est pas en mesure de remplacer Belaïli à ce poste. Vraiment à ce poste, parce qu'il est plus rentable. Belaïli est plus rentable que Brahma sur ce poste-là en équipe nationale. Maintenant, si Belmadi opte pour le schéma, le 4-3-2-1, avec Brahma au milieu, ça pourrait aussi donner de l'animation, mais on va se priver aussi d'un gars comme Belaïli, dans des cas pareils. On gagne peut-être Brahma dans ce jeu, mais on perd Belaïli. Voilà. Donc, dans tout ça, je ne sais pas quelle est l'option. Toujours est-il qu'il faut gagner, il faut marquer, il faut gagner. Est-ce que ce le Merhaouch ne il ne faut pas jouer, il faut gagner. Pratiquement, c'est une finale. Une finale avant. Pardon, pour conclure juste sur ça, une phrase, Marc, c'est pour dire aussi qu'on en discutait avant le début de l'émission et on est tous convaincus que Belmadi, non seulement parce que c'est sa mentalité, mais aussi parce que c'est souhaitable pour demain, va avant tout aligner ses cadres. C'est à eux maintenant de prendre leurs responsabilités dans ce match-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Est-ce qu'il faudrait, ce serait le moment de rapporter une fraîcheur ou de rester sur ses acquis et dire bon, vous êtes les cadres, vous devez trouver les solutions, je n'ai pas à faire rentrer Amoura, je ne vais pas prendre le risque de mettre un Brahma qui peut-être ne s'entend pas avec un Farouli, avec un Ben Nassar. Très bien, donc tout ce qui viennent de dire mes deux collègues, mes deux amis, est très juste, si vous voulez, les propositions. Mais le plus important, c'est cette organisation tactique. Quels que soient les changements, si nous ne corrigeons pas, si vous voulez, ce bloc qui est mal fait, okay? Très bien. Cette animation qui est fausse dans un dispositif en changeant, si vous voulez, les éléments, ça ne sert à rien. Parce que si on revient seulement, on corrige seulement, si vous voulez, l'utilisation des joueurs qui avaient l'habitude de jouer là, avec, si vous voulez, d'habitude, comme d'habitude, et si vous voulez, ces corrections sur le plan tactique, on peut avoir, si vous voulez, une bonne animation et beaucoup plus, comme il vient de dire Jamal, sur Belaïli qui ne peut pas aller devant, ou bien Mahrez qui ne peut pas, comme il a dit, pour ne pas aller devant, mais quand c'est animé avec une présence des gens, si vous voulez, si vous voulez, en soutien derrière, ça veut dire que nous avons cette possibilité d'aller en groupe. Et ça revient à la correction que nous avons dit tout à l'heure, cette supériorité numérique. Et ça, quel que soit l'adversaire,
il ne peut pas s'opposer si nous nous préparons vraiment stratégiquement pour ce genre de jeu. Par exemple, du côté de Belaïli, nous avons trop de gauchers. Donc on peut aller de ce côté-là. Et de ce côté-là, on essaie d'aller à 1 ou 2. Donc, si vous voulez, c'est ça la stratégie. Ce n'est pas en essayant de demain essayer de découvrir est-ce qu'on va du côté de Belaïli ou bien. Maintenant, on va prendre la Côte d'Ivoire, son point fort, son point faible. Est-ce que peut-être qu'ils sont mauvais dans l'axe? Et on va essayer d'aller dans l'axe. Donc, à ce moment-là, ça change tout. Vous comprenez? Donc, et ça, si vous voulez, seul l'entraîneur peut avoir cette idée et cette capacité ou cette force. Si vous voulez, de bons adjoints qui peuvent penser avec ça. Lui, même avec ça, il a toujours besoin d'un soutien, au moins, si vous voulez, sur son idée, d'être encouragé de ce qu'il veut faire. Est-ce que les amis l'ont bien vu? Parce que maintenant, moi je reviens à ce que vous avez posé la question à Jamel. Pour ces changements et tout, ce n'est pas facile. Parce qu'en un seul match, on ne peut pas, je ne dirais pas chambouler, si vous voulez, on va rajeunir, on va donner de la vitesse, ça c'est pas facile, parce que si vous voulez, c'est comme un monde. Un match de football, c'est comme un monde. Vous n'allez pas ramener un jeune à prendre dans une ville, si vous voulez, à une capitale, et vous allez lui dire que parce que le jeune, il va s'en sortir là. Nous n'avons que 90 minutes. Donc il vaut mieux, à mon sens, jouer avec la même équipe. Slimani en point. Et corriger. Très bien, très bien. Pourquoi? Parce que maintenant, ce qui nous manque aussi, c'est ce leader, un ou deux leaders, que ce soit sur le plan technique, qui est capable de prendre l'équipe sur le plan technique, la motivation. ou bien au moins de la motivation par rapport à ses idées, par rapport à ses encouragements, par rapport, des fois, à un certain moment, si vous voulez, généralement, les dernières 20 minutes, chez les joueurs, ils deviendront moins réceptifs aux consignes de l'entraîneur. Mais celui qui est dedans, il peut, si vous voulez, raviver, remotiver les gens. Pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur. Mais seulement, jusqu'à présent, je ne pense pas que nous avons, si vous voulez, nous avons de bons joueurs sur le plan technique, sur le plan tactique, mais nous n'avons pas de leader sur le plan psychologique. Mais c'est le rôle que devrait normalement échoir à un gars comme Mahrez. Mais malheureusement, il n'y a pas. Derrière, nous avons Mboulhi derrière, oui, qui motive ses joueurs et tout, qui est le leader de l'équipe. Général, psychologique. Mais en attaque, ou là au milieu du terrain, nous n'avons pas. Bien toute l'équipe. Mahrez ne joue pas ce rôle actuellement, alors qu'il devait normalement le jouer. Et donc toutes les équipes. Alors, je voulais ajouter quelque chose. Vas-y, compte tenu de certaines choses, je pose aussi la question en même temps à Boualem. La Côte d'Ivoire, actuellement, bon, elle va jouer avec son troisième gardien de but. D'accord? Parce que le premier, il est blessé, le deuxième aussi, je crois, blessé, son père est décédé. Donc on va jouer avec le troisième gardien de but. On ne sait pas s'il va faire un grand match ou il va faire une sorte. En plus de ça, la défense, elle n'est pas exceptionnelle, elle n'est pas extraordinaire, à part Aurier sur le côté droit, qui n'est pas au mieux de sa forme également. Leur défense n'est pas extraordinaire. En plus du fait que demain, le jour du match, la Côte d'Ivoire saura déjà si elle est déjà qualifiée ou pas. Est-ce que, à ton avis, si tu étais à la même place de l'entraîneur Baumel, est-ce que tu penserais à dire à ton équipe de jouer mollo-mollo en prévision d'un huitième de finale ou bien se défoncer pour le match de demain? Je préfère être à la place de Belmadi pour dire que, oubliez que c'est le troisième gardien. Des fois, c'est le troisième gardien qui fait, si vous voulez, le grand match. Seulement, le plus important, c'est de penser à gagner. Comment gagner? Et comme vous l'avez bien remarqué, que c'est une équipe, si vous voulez, faible. Défensivement, ils ne sont pas extraordinaires. Mais cette équipe faible, il faut la provoquer. Si vous voulez, ces défaillances, il faut aller les chercher. Je parle beaucoup plus de la motivation de l'équipe. Quand on parle de motivation. La motivation de l'équipe ivoirienne, si elle sait qu'elle est déjà qualifiée avant de rencontrer. C'est ce que je te dis. C'est difficile. Des fois, peut-être par, si vous voulez, je dirais pas par pitié, je l'ai dit. Si vous voulez, peut-être par, comment dirais-je, truc. Non, peut-être que ce genre de choses pourrait jouer en notre faveur aussi. Oui, c'est ça. Le manque de motivation chez eux. Très bien. Et la grinta Tana pour, quel que soit X gagné, est-ce que ça pourrait éventuellement jouer pour nous? Pour moi, il y aura deux temps.
rapidement, mais il y aura deux temps. C'est-à-dire que si l'Algérie venait à marquer et à prendre les devants, c'est sûr qu'ils ne vont pas s'arracher pour égaliser, ça c'est certain. Mais je pense qu'au coup d'envoi, ils seront très motivés. En tout cas, c'est ce que je crois. Une envie de vouloir éliminer un concurrent au sacre, l'envie de vouloir briller face à une grande équipe, tout ça, ça va jouer en compte. Mais effectivement, si jamais on prend vraiment les devants, on domine les débats et qu'on vient justement à marquer, à partir de là, on ne va pas voir des Camerounais, des Ivoiriens, pardon, à 100%, se mettre en 100 pour marquer, non. Ça n'arrivera pas. Tout à l'heure, Mme Laroum avait parlé de mental. Moi, si on se met dans la peau des joueurs, de Belmadi, de tout le staff, de toute la délégation, aujourd'hui, il y a un grand stress qui se pose réellement au niveau de l'équipe nationale. À la veille d'un match pareil, où c'est soit on gagne, soit tu rentres à la maison avec une défaite et tu as les matchs barrages au mois de mars avec une équipe où on ne va pas trop en plein doute. Donc, comment on va gérer ça? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour gérer ce stress et le convertir en quelque chose de positif, quelque chose où... parce que je prends l'exemple, il y avait un stress, on le sentait, le stress face à la Guinée équatoriale. Sauf qu'il était négatif, surtout au début, aux 10 premières minutes. Il y a eu directement 2 cartons jaunes. Un Ben Semeini qui commence au bout de la 7e minute avec un carton jaune, c'est un problème. Donc ça, c'était un stress. Mais le stress s'est transformé négativement. Donc, on sait qu'il le faut, mais comment? Est-ce que ce serait un discours de Belmadi? Est-ce que ce serait... Si je peux juste préciser une chose, c'est que les rencontres à élimination directe, ce qui sera le cas du match de demain, ont un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on ne calcule pas. C'est pas le moment de calculer. Et l'inconvénient, c'est que justement, si ça ne se passe pas comme on veut, on panique. On peut paniquer. C'est-à-dire que si l'Algérie, on est mené 1-0, à la 75e minute, le doute s'installe, on va commencer à vouloir marquer à tout prix, prendre des risques, prendre un deuxième but en contre. Bon, scénario catastrophe. Mais ce sont des possibilités qui existent dans ce genre de match-là. Et à partir de là, moi je pense que le discours de Belmadi, en tout cas j'ose imaginer qu'il va être assez simple, c'est de leur dire vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre, plus personne ne croit en vous, moi je crois en vous. C'est ce qu'il a dit. Prouvez-moi que j'ai raison de croire. Non, le peuple croit en vous. Oui, le peuple. Je veux dire, plus personne. Dire, les gens, personne, peut-être les gens c'est-à-dire les spécialistes de la CAN. Voilà. Peut-être. Mais le peuple croit en vous. C'est le moment ou jamais, justement, de prouver votre valeur, de prouver que vous avez des ressources mentales. On a eu 35 matchs sans défaite, on a eu une CAN remportée, on a eu une Coupe arabe remportée, tout ça, c'est très bien. Mais c'est aujourd'hui, maintenant, que nous sommes en difficulté et au bord du gouffre. C'est au bord, justement, qui m'a présenté l'expression au pied du mur. C'est au pied du mur, justement, que se révèle la force mentale et le caractère d'une personne. C'est très facile d'être... Bien sûr, c'est très facile d'être fort mentalement quand tu gagnes tout le monde 4-0. Moi, je pense qu'il y a... J'ai vu un truc hier, c'était quelque chose d'extraordinaire. L'initiative prise par un jeune supporter, Laurent, je pense, qui a rendu visite avec l'équipe nationale, et qui leur a ramené une lettre sous forme de tableau. C'était quelque chose de très, très, très émouvant. Il y avait des joueurs qui avaient les larmes aux yeux. Et je pense, tout comme les gens sensibles comme moi, je pense que ce genre d'initiative qui a été prise va renforcer la détermination des joueurs. L'Algérien qui m'a parlé face aux les grands défis, il est là. Lorsqu'il a le dos au mur, il est là. En plus de tout ça, il y a cette relation entre le peuple et l'équipe nationale, et avec Belmadi, et avec les joueurs et tout. Et il y a ces gens-là qui sont nos voisins, ceux qui sont en train de nous tomber dessus, à qui, Inch'Allah, on réservera une très bonne surprise au cas où on passe demain contre la Côte d'Ivoire. On passe au 8e de finale. Je vais encore rebondir par rapport à leurs idées. C'est qu'à la dernière conférence de presse, Belmadi a utilisé, si vous voulez, deux expressions un peu, si vous voulez, encourageantes et motivantes, quoi. Il leur a dit il ne faut pas abandonner. C'est une très bonne chose. Et le reste, c'est moi. Ça veut dire que maintenant, les joueurs vont penser que ce qu'il va dire, ce qu'il va faire,
Ils n'ont qu'à, si vous voulez, l'exécuter ou l'appliquer. Okay. Maintenant, beaucoup de gens parlent de scénario. Lui, il a dit que nous avons un seul scénario. C'est gagné. C'est très juste. Donc c'est le. Jusqu'à présent, j'ai suivi si vous voulez, sa conférence de presse, ses paroles. Il a dit nous n'avons pas marqué. C'est ça le problème. Donc ça veut dire qu'il leur a dit que ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire maintenant, même l'adversaire, quel que soit X, il faut penser à marquer et comment marquer, parce que c'est le seul souci. Parce que beaucoup de gens parlent des occasions ratées. Ces occasions ratées, c'est des occasions ratées, ok? C'est des occasions. Donc, ce n'est pas des actions préparées, ce n'est pas toutes. Parce que parfois, nous avons pris le ballon de l'adversaire et nous avons fait une, si vous voulez, c'est les ballons que nous avons récupérés au niveau des 20 mètres. Là, ça, on ne peut pas parler ça, si vous voulez, d'occasion sans action. Maintenant, il doit penser à bien jouer, à jouer pour aller pousser, si vous voulez, à cette équipe. Quand on a la balle, ce n'est pas en attendant, si vous voulez, les miettes de l'adversaire. Ça, c'est très important. Le fait de savoir que le scénario, c'est de gagner, c'est de marquer, et le plus important, c'est comment marquer. Et ce terme-là, l'expression comment marquer, tout le football actuel, moderne, est bâti sur comment marquer. C'est ça, l'entraînement est tout autour de tout ça. Voilà. Alors, je pose la question, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Il faut qu'on marque, mais comment marquer? Est-ce que ce serait de marquer en première mi-temps, puis gérer le match? Comment vous voyez on va dire pas que le 11 type, mais on va dire le scénario idéal, pas des autres équipes, mais de notre équipe à l'eau? Je suis tout à fait contre l'idée de gérer le match. J'ai entendu ce terme. Non, je pose les scénarios du match. Hein. Non, même marquer. Pour ne pas vous dire de pronostics, parce qu'on a fait 2 fois les pronostics, on était tombé à l'eau. Non, ça fait rien. L'essentiel, c'est qu'on gagne. Le plus important, c'est qu'on gagne. Quelle que soit la manière, j'ai bien dit quelle que soit la manière, même si demain on fait notre plus mauvais match, l'essentiel, c'est de gagner. L'essentiel, c'est de gagner, de marquer, de gagner. C'est un match à élimination directe. Tu continues ton périple camerounais, sinon tu rentres à la maison. Et les joueurs sont au pied du mur. L'entraîneur, la même chose. Le peuple attend, le peuple algérien attend avec anxiété un petit peu, parce que le match ne sera pas facile, c'est certain. Avec anxiété sur le résultat. Il va vibrer jusqu'à la dernière minute. C'est une finale avant l'heure. Bien sûr, mais c'est un match capital, c'est un match à élimination directe. Tu rentres à la maison si tu ne gagnes pas. Si tu ne gagnes pas, si tu fais un nul, tu ne gagnes pas, tu rentres à la maison. Et si tu gagnes, on gagne la Coupe d'Afrique. Mais maintenant, quand vous avez dit, est-ce qu'on doit marquer au début, si vous voulez, non, maintenant au contraire, il faut penser que le match à 90 minutes. Si on ne marque pas, ça ne veut pas dire que c'est au début, ça ne veut pas que c'est la fin du monde, au contraire, Au contraire, ça veut dire que tant que le match, l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, ça veut dire qu'il faut toujours espérer et rester toujours dans la sérénité et la tranquillité de comment marquer contre cette équipe. Je posais cette... Comment? Voilà. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes... non, attends. Vous avez peur quand j'ai dit marquer, dès le début, parce que quand je dis marquer, je suis marqué un but. Qui m'écoule Belmadi, il faudrait un tueur. Tuer les débats. Il faudrait tuer le débat. Si on gagne en première mi-temps par 2 buts d'écart, c'est rassurant au moins. Jusqu'à la dernière minute, on avec le but salvateur et qu'on ne pourra peut-être pas obtenir. Parce que tu vas demander à tes joueurs d'être au charbon pendant 90 minutes, avec des conditions climatiques et tout, c'est très difficile, honnêtement. Très difficile. Pour les gens, en dehors de l'équipe, c'est possible, c'est bon de penser comme ça. Mais chez les gens de l'équipe, il ne faut pas qu'ils mettent ça dans la tête. Oui, bien sûr. C'est dans ce sens. C'est clair, c'est clair. Si je pouvais juste dire, on sait tous que dans le football, il y a des moments préférables pour marquer et des moments à éviter pour encaisser. Avant une mi-temps. Juste après une mi-temps aussi, ça met un coup sur la tête. Le fameux quart d'heure après la mi-temps. Voilà. Moi, j'ai peur d'un scénario justement, c'est d'un but algérien précoce et d'un rythme de sénateur qui s'installe dans le match. Parce que ça, c'est la meilleure façon, en tout cas pour moi, de s'endormir.
Et c'est possible que ça arrive, même si on a ce besoin de gagner. J'ai déjà vu ces scénarios-là dans plein d'équipes, par exemple dans les matchs de Ligue des Champions aller-retour. L'équipe, disons, bon, c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, il y avait le but à l'extérieur. Ouais. L'équipe a perdu 2-0 à l'extérieur. Chez elle, elle marque le premier but, d'entrée de jeu. Et bien, il y a deux scénarios possibles. Ou là, ça se passe bien, elle déroule, ou là, tout le match, justement, elle se dit c'est bon, j'ai le temps de marquer, ou de marquer, j'ai. Et c'est ça. Ça arrive très souvent. Donc, quitte à marquer, 43e minute, c'est les manées, Bedmar, corner. Voilà ce que je voulais entendre. Voilà ce que je voulais entendre. Là, je les vestiaires. Tout à l'heure, les moments de buts inscrits, c'est statistique, c'est scientifique. C'est les dernières les débuts, les 5 dernières minutes de la première mi-temps, les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps et la fin du match à un quart d'heure. Et tout ça, ça a, si vous voulez, un rapport sur le plan psychologique, sur le plan motivationnel. Au-delà on arrive pratiquement au bout de l'émission, au-delà de l'équipe nationale, de notre équipe nationale, quelle est l'équipe qui est en train de vous marquer durant cette CAN? On a vu pratiquement une moitié des groupes qui ont fini leurs 3 matchs. Je commence par toi, Belem Laroum. Quel match, on va dire, le Gabon d'hier? Quelle équipe tu trouves qui peut aller loin durant cette CAN? Quelles sont les équipes, hein, pas forcément une équipe. Mais... Si vous voulez, jusqu'à présent, toutes les équipes ont présenté un niveau moyen. Beaucoup plus, si vous voulez, c'était beaucoup plus. Leur force était située dans certains joueurs, beaucoup plus dans l'individuel. Et certaines équipes, si vous voulez, la chance que nous avons, c'est que les équipes ne sont pas, si vous voulez, cloisonnées ou bien bloquées par les systèmes, si vous voulez, ou bien les trucs tactiques. Si vous voulez, nous voyons quand même une certaine créativité et tout. Mais jusqu'à présent, j'attendais pas à avoir cette question, mais parce que moi, quand je regarde, j'essaie de voir beaucoup plus ce qui se passe que comment l'équipe, si vous voulez, l'équipe joue, voilà. Walid, Jamal? Moi, je dirais le Nigeria. C'est peut-être le seul favori qui est à la hauteur de son statut. Parce que si on parle du Sénégal, le Sénégal gagne, mais de quelle façon? C'est très décevant, je trouve. Si on parle du Cameroun, bon, c'est l'équipe qui domine le plus la compétition, mais ils sont à domicile, et, je vais dire, envie de dire Mzeya. Pour les autres, personne n'impressionne. Hein. Par contre, moi j'ai vu hier une très belle équipe gabonaise, très très belle équipe, sont deux de leurs meilleurs éléments, et pas des moindres. Les Mina et Aubameyang. Les Mina qui ont pris sa retraite d'ailleurs. Voilà, qui sont rentrés chez eux, qui sont out pour la suite. Et j'ai vu une très très belle équipe gabonaise. Qui a mené en échec le Maroc. Qui a malmené, je dirais, surtout en première mi-temps, qui a malmené le Maroc. Pourtant, regardez, avec son armada de joueurs, etc., et leur entraîneur fétiche. Donc, je pense que le Gabon aura son mot à dire, même s'ils auront aussi un gros morceau en huitième de finale. Ils jouent parce qu'ils jouent le Burkina Faso. Ouais. Voilà. Ils jouent un match difficile. Mais je pense s'ils restent avec la même motivation et la même détermination qu'hier, ils vont aller peut-être même en finale. Exactement. Le Gabon. Oui, le Gabon. Oui. Parce que j'ai suivi, si vous voulez, le meilleur joueur qui a été peut-être en place, celui qui a marqué le but. Oui. J'ai vu, si vous voulez, ces impressions d'après-match. Si vous voulez, à partir de là, j'ai lu que c'est une équipe qui est vraiment soudée sur tous les plans. Le Maroc a marqué sur deux coups de pied arrêtés. Hein. Le penalty et le coup franc de Hakimi. Et ça s'arrête là. Et le penalty n'était pas aussi évident que ça. Voilà. Et la différence, c'est que... non, c'est vrai, il n'était pas évident. Il n'est même pas allé voir le VAR. Non, il parle pas français, il parle le langage de la vérité. Hein. Oui. En tout cas, c'est sûr parce que vous êtes à deux, vous allez le soutenir. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Walid Passas, merci Jamal Rachdi. On espère que demain, on espère gagner. Je ne veux même pas vous poser la question quels sont vos pronostics. Il n'y a même plus de pronostics, ce sont des espoirs. Il n'y a même pas de pronostics. Mais on espère gagner. On se retrouvera. 1-0 suffira largement à notre bonheur.
Disons 3-0. Non, 1-0. Disons 6-0. On arrête tous les débats. Ça. 1-0. Et demain, c'est une question de points. Donc, il vaut mieux chercher les 3 points. Chercher les 3 points et aller en huitième de finale. Ouais, mais je pense avec... Et changer de terrain aussi. Non, oui, ça, si vous voulez, le terrain, ça nous dérange. Mais vraiment, c'est un problème. Mais il faut faire avec. Voilà. Il faut s'organiser pour. De Gaulle disait on compose avec les réalités. Juste pour finir, il y avait un jeune sur les réseaux sociaux qui disait il manque qu'une seule chose à l'équipe nationale, c'est que la prochaine fois, on se déplace avec notre propre stade. Comme ça. Lequel? Mais lequel? Parce que même Beida, c'est un champ de patates. Ah, ça va. Non, on va investir. En tous les cas, merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve samedi pour l'après-match. Et j'espère que quand on se retrouvera, on sera très content de fêter notre passage au 8e de finale. Merci beaucoup. À la prochaine.